Les conférences gesticulées, en fait, vous avez quelqu'un qui est passionné de tout et n'importe quoi, hein, des murs en paille, du parapente, ce que vous voulez. Et il se retrouve avec d'autres passionnés de d'autres choses, et un groupe d'une dizaine. On s'entraide à essayer de faire un petit spectacle, une petite conférence pour expliquer notre passion au plus de monde possible. Enfin, moi, je trouve ça génial, donc je veux absolument que vous trouviez ça génial aussi, quoi. Et donc, moi, je suis arrivé dans cette formation et en disant, si vous voulez, moi, je suis passionné d'économie. Et je suis arrivé dans cette formation en disant, mais il faut absolument expliquer l'économie à tout le monde. On fait croire que c'est un truc obscur, il faut absolument expliquer ça. Et je suis arrivé, j'avais tout prévu. J'avais déjà le plan, tout. Je leur ai expliqué. Ce qui compte, c'est l'analyse des comportements d'intérêt particuliers dans une économie à concentration capitalistique et à masse monétaire constante. Ça se faisait en 3 temps. Le premier temps, les grandes heuristiques économiques, une axiomisation coupable. Deuxième temps, une analyse itérative d'une répartition particulière des signes monétaires. Et évidemment, dernier temps, homothétie inflationniste, caractéristique d'une monnaie en vase clos. Okay. Et je leur ai dit ça et ils m'ont dit que peut-être je n'avais pas tout saisi au concept de conférence gesticulée. Et donc on a retravaillé tout ça, on a remélangé. Le contenu est le même, mais vous n'aurez pas droit à cette conférence-là. Vous aurez droit à Économie, mon amour. Voilà. Mais le contenu est le même au centimètre près. Hein. Donc, je vous l'ai dit, moi je suis passionné d'économie. Et cette passion fait de moi un capitaliste. Mais pas un capitaliste parce qu'on est dedans et on est tous un peu capitalistes parce qu'on vit dedans. Non, non. Moi je crois au capitalisme. Mais c'est simple, hein, c'est pour des très bonnes raisons. Enfin, le capitalisme, je vous le fais en très très rapide. Pour le progrès humain et pour réduire le chômage, on veut créer plus de richesses, donc de la croissance. Pour permettre la croissance, on veut améliorer la compétitivité des entreprises, des gens en général. Et pour permettre cette compétitivité, on veut attirer les capitaux pour qu'ils s'investissent chez nous. Et donc, il faut réduire les taxes, les différentes charges, tout ça. Voilà, c'est ça le capitalisme. Et moi, je pense comme ça, mais il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Hein. Moi, tous mes amis pensent comme ça. Enfin, j'ai fait une école de commerce. Et dans mon école de commerce, tout le monde pense comme ça. Les autres élèves pensent comme ça. Les profs pensent comme ça. Les parents des autres élèves pensent comme ça. Tous les intervenants pensent comme ça. Et ben, les experts en économie, c'est nous. C'est une école de commerce. Donc, c'est nous les experts. Donc, pour moi, c'est un peu étonnant qu'on puisse encore penser différemment si tous les experts pensent ça, si vous voulez. Alors, moi, je suis expert en plein de choses. J'ai fait une école d'ingénieur. Et après, j'ai fait une école de commerce. Et je parle 3 langues couramment. Donc, si vous voulez, je peux vous faire la conférence en allemand. Des candidats? Non? Bon, tant pis. Bon, je dis que je suis expert, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Le marché du travail reconnaît bien ça. C'est pas moi qui le dis, tiens. Non, non. Si vous voulez, il y a une entreprise, avant la fin de mes études, qui m'a contacté. J'avais rien envoyé, j'avais rien demandé. Qui m'a appelé pour me proposer un CDI. Et 1 mois avant la fin de mes études, je signais mon premier CDI pour le lendemain de la fin de mes études, quoi. Donc ce jour arrive et on a un peu une grande famille dans cette future entreprise. Et du coup, moi, j'avais envie de partir en vacances. J'avais pas envie de commencer à travailler tout de suite. Je savais que j'avais un CDI. Et j'ai demandé à mon futur employeur si on pouvait décaler mon embauche de 4 mois. Et il me dit, oui, il n'y a aucun problème, on t'attend, il n'y a pas de souci. Donc je suis parti 4 mois en vacances à Berlin. Et donc à mon retour, ils m'ont accueilli sans problème. Assez vite, les choses ne se sont pas passées comme j'aurais aimé. Et au bout de 2 mois, je me suis posé la question et j'ai envoyé 2-3 CV pour voir si je ne devais pas chercher un autre travail. Et au bout de 15 jours, je signais un nouveau CDI en doublant mon salaire. Alors, je ne suis pas un monstre, hein. Je sais que c'est la crise, je sais qu'il y a du chômage et je sais que c'est dur. Bon, a priori, pour moi, la crise devrait essentiellement se dérouler dans le poste de télévision. Alors qu'est-ce que je fais comme travail pour être si loin de la crise? Alors, je suis acheteur industriel. Je comprendrais que vous ne sachiez pas ce que c'est. Mais mon travail, vous le connaissez, vous le faites. Tout le monde le fait. Par exemple,
par exemple, quand vous allez acheter une bouteille de vin, vous regardez les bouteilles, vous regardez ce dont vous avez envie, pour manger avec quoi, tout ça. Vous essayez de deviner la qualité du produit avec l'étiquette, la provenance, tout ça. Et vous avez un budget, et au final, vous arbitrez entre votre choix de bouteille de vin pour choisir. Et moi, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Alors, il y a quelques différences entre vous et moi. La première, c'est que je n'achète pas des bouteilles de vin, j'achète des boutons de volant. Alors, les boutons de volant sont les boutons que vous avez sur le volant pour changer le volume de l'autoradio, par exemple. Ce genre de choses. C'est grâce à moi que vous pouvez vous curer le nez en même temps que vous changez le son de l'autoradio, vous voyez, c'est grâce à moi, ça. Et il y a une deuxième différence, normalement. C'est que moi, pour mes boutons de volant, j'ai un budget annuel de 50 millions d'euros. Donc tous les ans, je me balade dans mes magasins à moi, que sont les usines, et je dépense 50 millions d'euros. Alors, donc je fais ça dans l'industrie. Qui dans la salle a déjà travaillé dans une usine? Il y en a? Gros pourcentage par rapport à d'habitude. Alors, ça vous a plu? Oui, ça vous a plu? Bah, j'imagine bien que ça vous a plu, parce que on pleure, comment dire, c'est la fierté nationale, les usines et l'industrie, hein, donc évidemment que ça vous a plu. On pleure celles qui partent avec les délocalisations, celles qui ferment avec la crise, donc, et puis c'est quand même sur l'industrie que c'est fait l'ensemble de la richesse de l'Occident, donc évidemment que ça vous a plu, j'en doute pas. Pour ceux qui n'auraient pas eu cette chance de participer à l'effort national, je vous propose juste un tout petit exercice que vous ferez chez vous. Ça prend une journée, juste pour partager, pour en pâtir avec le monde industriel. Vous savez comment ça marche, l'industrie, c'est du travail à la chaîne. Donc chaque ouvrier fait un petit morceau du travail, puis passe au voisin qui fait la suite, puis à la fin ça fait une voiture, quoi. Et c'est des séquences qui durent entre 5 et 20 secondes, selon les cas. Moi, la séquence la plus courte que j'ai vue, c'était une dame en Roumanie. Elle avait une séquence de 2 secondes 80. Donc 8 heures par jour, elle faisait la même séquence de 2 secondes 80. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire ça une fois dans leur vie, je vous propose un tout petit exercice que vraiment tout le monde peut faire. Vous vous installez chez vous, vous mettez à une chaise devant une table, vous avez un sac sur le côté et vous avez un livre devant vous ouvert. Et donc ça commence. Vous fermez le livre, vous prenez le livre, vous le mettez dans le sac, vous fermez le sac, vous rouvrez le sac, vous reprenez le livre, vous le reposez sur la table, vous le rouvrez. À la louche, 5, 10 secondes. Au début, vous mettrez 10, puis à la fin, vous mettrez 2. Quoi. Voilà. Et vous essayez, vous le faites une fois, vous faites 8 heures de temps, vous faites ça. Bah alors, on n'est pas chien, il y a deux pauses d'un quart d'heure, hein, donc... Mais voilà, juste pour voir ce que ça fait, quoi, si on se sent l'esprit libre derrière, tout ça. Enfin, vous aurez compris que moi, j'avais pas ce problème. Moi, je suis dans un bureau climatisé et je travaille pas à la chaîne, moi. Alors, j'ai un autre problème. C'est ça, mon autre problème. Et les 5 bouteilles, là, c'est ma consommation hebdomadaire de vin. Quand je dis hebdomadaire, c'est la semaine MEDEF, les 5 jours travaillés. Ces bouteilles de vin ne comptent pas les bières pour se détendre en rentrant du boulot. Il en manque une, mais vous la devinerez. Et ces bouteilles ne comptent pas la consommation du week-end. Alors voilà. Finalement, ce n'est pas un si gros problème. Parce que moi, mes amis, finalement, ils boivent quasiment tous plus que moi. Quand je suis avec eux, je vois bien qu'ils tiennent bien mieux que moi, quoi. Donc finalement, c'est pas un si gros problème que ça. Alors, je vous parle rapidement de mes amis. Avec mes amis, on est un groupe sociologique hyper diversifié. C'est-à-dire que nous sommes tous des hommes blancs, nés entre 1985 et 1987, et on est tous acheteurs industriels dans l'automobile. Alors, bon, c'est un petit problème. 2 de mes amis ont eu un problème un peu plus grave. Après 2 et 3 ans de travail, ils ont fait un burn-out.
C'est-à-dire que, donc on parle bien évidemment d'hommes blancs, dont je viens de vous énumérer les caractéristiques, qui n'ont pas d'enfants, qui n'auront pas de problème jamais dans leur vie pour avoir un travail. Et donc ils ont fait un burn-out, c'est-à-dire que ils ont perdu la tête, ils n'étaient plus capables de réfléchir. J'ai même un ami qui s'est évanoui et effondré et fracassé le visage sur un extincteur pendant une réunion au travail, quoi. Enfin, voilà. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une série de suicides chez Renault. Vous vous rappelez de ça? Alors, ce que l'histoire n'a pas beaucoup dit, c'est que tous les suicides étaient au service achat. Et alors, il faut aller voir chez Renault comment c'est fait, c'est le technopôle. Alors, pour l'ensemble des ingénieurs de la planète, travailler au technopôle, c'est une fierté. Hein. Et pour arriver au service achat, vous traversez un pont qui passe au-dessus d'un grand hall. Et l'ensemble de ces acheteurs qui se sont suicidés se sont jetés de ce pont. Donc Renault a pris en compte le problème, a revu ses manières de travailler, a solutionné la chose en mettant des filets sous le pont pour être sûr que le problème se pose plus, quoi. Voilà. Alors, voilà. Moi, à ce moment-là, j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai eu un autre souci. Je vous ai dit que j'avais changé de métier assez rapidement, et j'ai dû déménager à Poitiers. Alors Poitiers, c'est pas le problème. Hein. Et vous savez comment c'est quand on déménage, on cherche un appartement, une maison, enfin on passe des coups de fil pour visiter quelque chose. Et c'est là que les vrais soucis ont commencé pour moi. Parce que j'ai rencontré une fille. Et donc, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas cette fille-là qui m'a fait visiter son appartement, c'est une copine à elle. Mais quand je suis ressorti, l'appartement n'avait pas plu, donc je suis poli. J'ai envoyé un texto à cette fille, qui s'appelle Camille, et je lui ai dit je vous remercie pour la visite, mais je ne prends pas l'appartement. Alors elle m'a répondu, elle m'a remercié de la tenir au courant, et du coup je l'ai remercié de me remercier. Et comme je ne savais pas ce qu'on pouvait faire à Poitiers, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a de sympa dans Poitiers. Elle m'a dit vous aimez quoi? Et j'ai répondu ça dépend, vous aimez quoi? Et comme ça, il s'est passé quelque chose d'assez magique. Pendant une semaine, on s'est envoyé excusez-moi, on s'est envoyé peut-être 200 ou 300 textos par jour. Enfin, je dis un chiffre, mais j'en sais rien. C'est juste que le temps que j'écrive, j'en recevais 3, j'en envoyais, ça repartait. Enfin, j'ai passé une semaine scotché, les yeux rivés sur mon téléphone. Enfin, c'était absolument incroyable. Et comme ce qui se passait était incroyable, avec cette fille, on s'est dit, mais il faut qu'on se voit, enfin, il faut qu'on se rencontre. Et ça devrait aller. Il faut qu'on se rencontre. Et donc, on a décidé de passer le week-end ensemble. Et là, ça a été comme un choc des civilisations. Comment vous expliquer ça? Cette fille, elle gagne sa vie en jouant du piano et elle a grandi dans une ferme bio. Et donc, comment vous tracez ça? Si vous voulez, elle était à moitié anarchiste. Moi, j'étais complètement sarkozyste. Et elle était à moitié communiste. Moi, j'étais complètement sarkozyste. Et alors, elle était complètement écolo, quoi. Puis moi, j'étais complètement sarkozyste. Et donc, voilà. Et on a bien vu qu'il y avait quand même... Normalement, dans la vraie vie, on n'aurait pas dû se rencontrer. On fréquente pas les mêmes rues, quoi, je veux dire. Et voilà. Et à la fin du week-end, elle m'a prévenu. Elle m'a dit, je te préviens, on a décidé de se mettre ensemble. Elle m'a dit, je te préviens, si on reste ensemble, tu vas finir à élever des chèvres dans la montagne. Alors, je ne sais pas si j'allais finir à élever des chèvres dans la montagne, mais jusqu'à présent, j'étais plutôt du côté des moutons qui répètent ce qu'on leur a appris et l'économie standard, plutôt que du côté des bergers qui se battent dans la montagne, quoi. Donc, voilà. L'objet de cette conférence, c'est de vous raconter comment j'ai dessoulé. Dessoulé. Donc, dorénavant, dans cette conférence, quand je mettrai... c'est des petits moutons, ils se déforment avec le temps, mais quand je mettrai ça, c'est que je vous explique, je vous raconte le point de vue de l'économie qu'on m'a appris. Alors,
vous savez que les conférences gesticulées, c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on fabrique du savoir ensemble. Et pour l'instant, vous ne faites pas grand-chose. Donc là, c'est un moment vraiment primordial. Je vais vous demander de participer. Et vraiment, c'est déjà arrivé. Si ça foire maintenant, enfin, je veux dire, la soirée est foutue. Donc c'est vous qui avez la pression. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer une grande phrase. Enfin, une grande phrase. Je vais lancer une phrase qu'on a tous entendue dans les médias. Mais vraiment, c'est sûr, on l'a tous entendue. On la connaît par cœur, normalement, cette phrase. Et je vous demande de tous répondre en chœur la fin de la phrase. C'est bon, vous voyez le concept? Alors, je me concentre. Attendez, une seconde. On est parti? On le sait tous, l'objectif économique de la France, c'est la croissance. Bon, voilà, c'est bon. Alors, c'est la croissance. Alors, c'est quoi la croissance? Dites-moi, c'est quoi la croissance? Ça veut dire quoi? Consommer plus. C'est quoi la définition de la croissance? Le PIB augmente. Voilà. Donc le PIB, la production de richesse annuelle, augmente. Donc la croissance, c'est l'augmentation annuelle de production de richesse. Cette définition est vachement importante parce qu'elle dit deux choses. Elle dit, première chose, c'est que notre objectif, c'est de viser une augmentation de la richesse produite. On a produit en 2015 2000 milliards d'euros en France. Ces 2000 milliards d'euros, ça représente 30 000 euros par habitant. Si on répartit sur tous les Français, les vieux, les bébés, tout le monde, on répartit à égal les richesses et chacun a 30 000 euros par an, c'est-à-dire 2 500 euros par mois. Donc c'est déjà nettement moins dramatique de ne pas avoir de croissance. Alors c'est l'augmentation annuelle. Ça veut dire autre chose. Qui parmi vous a une voiture qui a plus d'1 an? Okay. A priori, à peu près tout le monde. Qui parmi vous habite une maison, un appartement qui a été construit il y a plus d'1 an? Bon, à peu près tout le monde. Ça veut dire quelque chose de vachement intéressant. Ça veut dire que, même, je ne parle pas de 0% de croissance. C'est-à-dire si on ne produisait rien cette année, vous auriez toujours une voiture et un logement. Donc, en voulant faire de la croissance, on veut accumuler des richesses sur celles qui restent des années précédentes et les accumuler encore plus vite. Donc c'est juste, on veut être encore plus riche, plus vite, c'est une accélération, quoi. Alors tout le monde fait comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment. Alors non, tout le monde ne fait pas comme ça. Il y a un petit pays qui a essayé de faire différemment. Il y a le Bhoutan. Je pense que quelques personnes connaissent cet exemple. Le Bhoutan avait le PIB et les dirigeants ont considéré que ça ne satisfaisait pas aux besoins du peuple. Et ils ont changé le critère de décision politique. Et ils l'ont changé en le remplaçant par le BNB, le bonheur national brut. En changeant les critères, ils ont changé 2 lois, les 2 premières lois qu'ils ont changées. La première, passer l'intégralité de l'agriculture bhoutanaise à l'agriculture biologique. La deuxième, la suppression de la publicité. Il n'y a aucune publicité au Bhoutan. Donc voilà. Donc, bon, la société marche comme ça, nous on vit comme ça, mais finalement, moi, à mon échelle, moi aussi, je suis dans la croissance permanente. Dans mon travail, comme dans beaucoup de travail, on a un entretien annuel avec notre manager. Nous, on n'a pas des chefs, on a des managers. Et si vous voulez, cet entretien n'a pas pour but de savoir si ça s'est bien passé l'année d'avant, savoir si le travail fait est satisfaisant. L'objectif de cet entretien, c'est de savoir comment l'année prochaine, je ferai mieux. Comment je vais faire de la croissance à mon échelle. Ça n'aurait aucun sens que je dise non, ouais, cette année c'est bon, je continue comme ça va bien. Ça peut pas, et ils ont raison, ça peut pas. Parce que si mon entreprise cherche à gagner des parts de marché, à progresser, elle peut pas. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent chez elle cherchent ça aussi. Donc évidemment qu'il y a besoin que moi aussi je cherche ça.
Ces entretiens annuels, c'est autre chose. C'est aussi un test de soumission. Alors, dans mon entreprise, on n'appelait pas ça entretien annuel, on appelait ça plan de développement personnel. Ce qui signifie que mon entreprise s'intéresse à mon épanouissement. C'est sympa. Alors, pendant ces entretiens, comme on est comme une grande famille, on va discuter de ce que fait l'autre, de comment ça se passe, voilà. Et donc moi, mon chef et moi allons donner notre avis l'un sur l'autre. Et comme il faut bien commencer par quelqu'un, je vais d'abord donner mon avis sur mon chef, et ensuite, lui donnera son avis sur moi. Et après, on met ça dans un papier que personne ne voit. Et comme me l'a dit très sincèrement mon manager, bon, ce papier, il faut bien le ranger quelque part, donc on va le mettre dans le bureau du DRH. Mais on va pas le jeter alors qu'on vient de l'écrire, ce serait ridicule. Donc voilà. Donc la croissance, c'est ça. Si vous voulez, la croissance, c'est comme si vous étiez au volant d'une voiture et que vous ne vous intéressez pas à la destination, à l'endroit où vous voulez aller, vous vous intéressez uniquement, la seule chose qui vous intéresse, c'est d'accélérer. Peu importe la vitesse, que ça soit dangereux ou pas, la seule chose qui compte pour vous, c'est d'accélérer. C'est ça, d'avoir comme indicateur politique la croissance. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est la croissance, il y a deux moyens de faire. Comment on fait de la croissance? Donc, il y a deux moyens de faire de la croissance. Le premier, c'est la consommation intérieure. C'est-à-dire que vous, moi, on consomme plus. On consomme plus de production, plus de travail, moins de chômage, c'est bon. Alors, politiquement, c'est très compliqué, l'argument de la consommation intérieure. Parce que si c'est la crise, c'est compliqué de nous expliquer qu'il faut qu'on consomme plus. Puis moi, si je consomme plus, ça va commencer à être très compliqué. J'arrive au travail bourré tous les matins, classique dans le métier, mais quand même, ça va être dur d'aller plus loin, quoi. Donc c'est dangereux pour ça, c'est que vous ne pouvez pas expliquer aux gens que c'est la crise, donc il faut consommer plus. Enfin, il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Et il y a un deuxième motif pour lequel c'est politiquement gênant, risqué, c'est qu'on pourrait très bien se dire, oui, mais il y a peut-être des gens pour qui c'est la crise et qui ne peuvent pas consommer plus, et des gens qui peuvent consommer plus. Mais si on continue sur ce chemin-là, on va finir par opposer des gens dans le même pays, enfin on est la même patrie, on ne va quand même pas s'opposer. Mais si on pousse un petit peu, on s'intéresse à une donnée qui s'appelle le taux d'épargne. Le taux d'épargne annuel. Ce taux d'épargne, c'est le pourcentage de vos revenus annuels que vous mettez de côté chaque année. Ce n'est pas combien vous avez d'épargne. C'est sur ce que vous gagnez dans l'année, ce que vous mettez de côté. Donc ça s'accumule avec les épargnes des années d'avant. Donc c'est un chiffre qui s'exprime en pourcentage. À votre avis, c'est quoi le taux d'épargne annuel en France en 2015 ? Plus que 10%. Moyen, c'est une moyenne évidemment. 18, 16%. Les Français épargnent en moyenne 16% de ce qu'ils gagnent. Je vous rassure, tout le monde n'épargne pas pareil. Alors si on décortique, le quart des Français les plus riches économisent 25% de ce qu'ils gagnent. Le quart des Français les plus pauvres économisent moins 5% de ce qu'ils gagnent. C'est là que ça devient amusant, c'est-à-dire qu'ils dépensent 5% de plus que ce qu'ils gagnent. Alors il y a une personne dont j'ai oublié le nom qui a écrit une thèse sur ces pourcentages et qui a tenté une analyse sociologique de pourquoi les riches épargnaient plus et les pauvres épargnaient moins. C'est pas un sujet intéressant ? Et donc il arrive à la conclusion suivante que je vous soumets. Le quart le plus riche épargne plus parce qu'il est plus pessimiste. Comme il voit l'avenir d'un œil obscur, ils mettent de côté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. On ne sait jamais. Cause inverse, raisonnement inverse. Si les pauvres économisent moins, c'est parce qu'ils sont plus optimistes que les riches. Ça se tient, je crois. Hein. Mais bon, finalement, est-ce que c'est bien intéressant de s'intéresser à l'épargne ? Parce que l'épargne, vous l'épargnez cette année, mais vous le dépensez l'an prochain.
finalement ça se retrouve, puis on est très nombreux, tout ça, ça se voit. L'épargne n'a aucune influence sur les richesses produites, sur la croissance, sur tout ça. Je vous explique ça assez rapidement. Prenons par exemple Catherine. Catherine gagne 10 000 euros par an. Bon, on prend des chiffres simples parce que si je mets 14 222, c'est... Vous voyez ? Catherine gagne 10 000 euros par an. Première année, Catherine dépense ces 10 000 euros. Et donc, elle permet à la France de générer combien de PIB ? C'est facile, il n'y a pas de piège. 10 000. Donc, elle permet de faire 10 000 de PIB. Deuxième année, les choses vont mieux pour Catherine. Elle gagne toujours 10 000, mais elle arrive à épargner 2 000. Elle permet donc cette année à la France de faire 8 000 de PIB. L'année d'après, Catherine décide de faire des folies. Elle gagne toujours 10 000. Elle va dépenser l'épargne de l'année précédente. Elle va donc permettre de faire 12 000 euros de PIB. Résultat des courses, moyenne sur 3 ans, 10 000. Je veux dire, qu'elle épargne un peu, beaucoup, maintenant, plus tard, ça ne change rien. Et puis on est quand même très nombreux. Il n'y a pas qu'un seul agent économique en France. Donc tout ça se lisse et l'épargne n'a aucune importance. Alors, c'est une façon de penser l'épargne. Il y a d'autres personnes, comme par exemple Keynes ou Marx, qui considèrent au contraire, totalement au contraire, que l'épargne, c'est la plaie de l'économie. Keynes disait qu'il faut euthanasier les rentiers. Il n'y allait pas par 4 chemins. Donc, je vais vous présenter une façon de penser, leur manière de penser l'économie, et puis vous allez vous faire votre idée. Alors, pour ça, j'aurai besoin de 3 3 personnes qui viennent sur scène on va faire un jeu, et j'ai besoin de personnes qui viennent avec moi, donc si vous voulez bien venir, viens, j'ai besoin encore 2 candidats, s'il vous plaît, venez. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de brimade, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Il n'y a vraiment pas de... Merci d'être venu. Une 3e personne, s'il vous plaît. Ah. Alors, le passage... Déjà, on applaudit nos candidats, s'il vous plaît. Merci pour eux. Donc le passage délicat, c'est comment on se positionne pour que la salle, tout le monde vous voit. Alors, si vous pouviez vous mettre en ligne, là, je pense que madame, on ne vous voit plus trop, si vous pouviez vous décaler à peine, voilà. Comment vous vous appelez ? Hugues ? Joël ? Annie. Alors, Hugues, Joël et Annie vont être 3 agents économiques de notre simulation à venir et vont échanger de l'argent. Donc vous allez avoir des métiers différents et voilà. Je vais avoir besoin d'un médecin, d'un boulanger et d'un maçon. Qui voudrait être médecin ? Tu es médecin. Je vérifie qu'il y a bien le compte. Donc, maçon, c'est toujours une fille qui prend maçon et je ne sais pas si on dit maçonne ou pas. Hugues, tu seras boulanger. Alors, la simulation est simple. Alors, le médecin a 20 pièces. Il a 20 pièces dans son bocal, enfin dans sa tasse. Le boulanger et le maçon ont 5. Ce qu'on va faire, c'est que chacun à leur tour, ils vont dépenser leur argent, plus ou moins, comme ils le veulent. Parce que ce qu'on veut étudier, c'est l'impact de l'épargne. Hein. Donc ils peuvent tout dépenser, ils peuvent dépenser une partie, ils peuvent rien dépenser s'ils ont envie de rien dépenser. Voilà. Alors, pour pas que ça dure des heures, la première année, on considère que personne n'a fait d'épargne. Le médecin a gagné 20, le boulanger a gagné 5, le maçon a gagné 5. Donc, on va commencer la 2e année. Alors, c'est très facile de se tromper, donc il y a une méthode. Je vais vous demander de mettre toutes vos pièces dans une main. Ah, les petites mains et beaucoup de pièces. Il y en a toujours un qui me paume des jetons. Hein. Ah bah les médecins, c'est comme ça. Et donc, tu veux une plus grosse tasse Alors, vous allez chacun à votre tour dépenser l'argent qui est dans votre main, et l'argent que vous recevez, vous le mettez dans la tasse. Comme ça, à la fin du tour,
on pourra voir ce que vous avez gagné qui sera dans la tasse et ce que vous avez épargné qui reste dans votre main. D'accord? Ça va? Le maçon semble avoir bien capté. Allez, est-ce que tu veux bien dépenser tout ou partie de ton argent chez tes collègues? Oui. Eh ben, Zou, hein, si tu veux nous dire ce que tu achètes et tout. Moi, je vais chez le médecin de temps en temps pour la santé, c'est important. Dans la tasse. Oh, la tasse. Le boulanger, bon, je mange pas du gluten, c'est chiant. Tu fais du pain sans gluten, super. Bon, allez, Super. Est-ce que le médecin peut dépenser tout ou partie de son argent? Moi, je me rappelle la maison à neuf. La maison à neuf pour le médecin. la maison à neuf, c'est moi le maçon. Ah oui, mais c'est dépensé là, parce que ça va être le bordel. Non, mais il donnait un coup de main. Je stock de pain, je refais à la maison. D'accord. Ça, tu referas une fenêtre. Mais c'est une maison en bois, ça coûte pas cher. Est-ce que le boulanger... Donc c'est bon? Est-ce que le boulanger veut bien dépenser tout ou partie de son argent? Super. Donc voilà la première année. Donc moi je suis le fisc. Et je vais vous demander de me dire d'une part ce que vous avez gagné et d'autre part ce que vous avez épargné. Pas mélanger, hein. Attention. Hein. Voilà. Il n'y a pas de black, hein, vous ne me cachez rien. Vous déclarez tout, même le black. Hein. Alors, est-ce que le médecin peut me dire combien il a gagné? Pardon? Et un boulanger? Est-ce que le médecin peut me dire combien il a gagné? Tu peux me dire? J'ai gagné 4. Sûr? Parce qu'après, il y a toujours un problème de compte. Hein. Et tu as épargné combien? C'est précis, hein, je veux dire. 15? Mais tu veux compter? Ouais, un peu. Heureusement, le test est à toute épreuve. « 16. Oh, une tentative de cachotterie. Le boulanger a gagné 3 et a épargné 0. Dure année pour le boulanger. Le maçon a gagné 5. Et épargné 2. épargné 2. Très bien, on remet tout dans la main, c'est votre argent disponible. Si tu veux, laisse sur la table si c'est plus facile pour toi. Deuxième année, on est reparti. Est-ce que le maçon peut dépenser tout ou partie de son argent? Je vais penser un peu. Je suis en bonne santé, donc je peux prévoir. Et puis, là. Ouais, je suis gourmand cette année. Très bien. Est-ce que le médecin peut dépenser tout ou partie de son argent? Moi, je fais juste la peinture. Tout est un livre. Non, c'est pas le bon dire, en tout cas. C'est la première fois que le médecin monopolise tout l'argent. C'est incroyable. Avec une petite couche de feuilles en blanc. Ah bon. Ah, c'est toi qui négocies après. Et le boulanger, tu achètes du pain cette année ou pas? Non, bon, bah soit. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est bien, c'est pas grave, ça fera un test. Est-ce que le boulanger peut dépenser ce qui lui reste? Tout ou partie de ce qu'il... Ah, ça, c'est la lutte des classes s'organise. Très bien, bon, bah, tout le monde a fait son tour. Tour de fisc, le médecin, combien tu as gagné cette année? 1. Ah bah, à force de ne pas dépenser. Et combien tu as épargné? J'ai perdu 17, logiquement. Ah bah, je te fais confiance. Hein. Ça va vite. Je fais les comptes vite fait. Le boulanger, combien a gagné le boulanger? 2. Combien a-t-il épargné? Le boulanger, c'est un bon client. 4 et 4. 4 et 4, très bien. Bon, on va pas faire ça pendant 107 ans. L'objectif est de vérifier que quand on redépense toute l'épargne, ça s'annule. Enfin, je veux dire, l'effet ralentisseur des années est compensé. Donc, cette année, vous n'avez pas le droit de faire d'épargne. Vous allez tout mettre dans votre main et vous devez tout dépenser. Pour le médecin, ça va pas être facile, mais... Ok? Moi, je fais gâteau. Allez, on est parti. Est-ce que le médecin peut dépenser tout son argent, du coup? Chez qui tu veux, pour le coup, mais tout ton argent. C'est qui les parents de celui-ci pour lui avoir pris... 75. Chez le boulanger, oui. Mais il se diversifie, c'est bien. 36 olives
fait des fougasses à chocolat. De spécialité mayonnaise. Il y a aussi, j'en fais à la maison. Ah oui. Avec un parquet. Enfin. Allez, à parquet, va. Une cheminée avec un éclair. J'ai mis à acheter de diamants. Qui a fait cet enfant? Non, non. Normalement, le public est de gauche, mais là... Oui, c'était un enfant. Faudra me le laisser un peu, je le travaille un peu au corps, celui-là. Et le reste, comment c'est Allez. D'accord, nickel. Eh ben voilà, et banco. Bon, ben voilà. Très bien, alors est-ce que le maçon peut... Et voilà. Bidule. Oh. Là, lutte des classes. C'est la lutte des classes. Est-ce que le boulanger peut dépenser ses sous? Pas ce qu'on t'a payé, hein. Qu'est-ce que... Oh là là. On dit ce qu'on veut au médecin, mais... C'est incroyable. Bon, je me souviens, c'était 14 de faire des heures à la con. Et puis, C'est comme ça. Très bien, allez, tour de fisc. Donc, il n'y a pas d'épargne ce tour-ci. Je vous demande donc de me dire combien vous avez gagné cette année. Est-ce que le boulanger peut me dire, parce qu'en général, il a moins de pions que les autres. 10. 10 pour le boulanger. Belle année pour le boulanger. Est-ce que le médecin peut me dire? 5 pour le médecin. Combien? 15. Ah, je suis un bon maçon. Moi. C'est un très bon maçon. Chaud dans le béton. Je vous compte. C'était quelle l'épargne d'avant? L'épargne du 3. Le maçon... Ah, pardon. Excusez-moi. Très bien. Eh bien, on va d'abord remercier nos participants. Allez-y, posez tout. Merci, merci. Et le spectacle. Donc, on va essayer de décortiquer un peu... on va essayer de décortiquer un peu ce que ça nous donne. Donc, on va calculer le PIB de chaque année. Donc, première année, PIB, 30. Deuxième année, PIB, je vous fais confiance. 12. Troisième année, 7. Il y a eu de la rétention à ce moment-là. Remarquez que, bon, certes, le PIB chute, mais on est tous d'accord, hein, quand l'épargne se fait, le PIB chute. Simplement, une théorie qui dit que ça ne se compensera pas et l'autre théorie qui dit que ça se compense. Dernière année, 30. On revient au niveau de 0. Bon, on n'a pas perdu de pion, c'est la bonne nouvelle. Mais donc, ça veut dire que les années où il y a eu des épargnes, l'économie a été ralentie et que ça ne se rattrape pas. Alors, pourquoi? Pourquoi le coup d'avant, on démontre que ça se rattrape et le coup ici, on découvre que ça ne se rattrape pas? Ce serait intéressant pour savoir qui a raison. Quelqu'un a une idée? Cours de maths? Non? Vous avez eu un indice dans le premier plan là, de la conférence. C'est la faute à l'axiomisation. C'est plus clair ou... Ouais. Oui, voilà. Bon, bah alors la suite. Donc, ce que fait l'économie libérale tout le temps, c'est qu'elle axiomise. Elle prend un élément, elle analyse un élément du tout, et se dit, le tout est trop compliqué, je ne pourrai pas le comprendre, alors je vais analyser le comportement d'un élément, et puis je vais en tirer mes conclusions. Simplement, si vous n'avez qu'un élément, comme Catherine au tour d'avant, vous ne pouvez pas deviner que ses revenus vont se réduire parce qu'elle a fait de l'épargne. Enfin, nos revenus à nous ne dépendent pas de notre propre épargne, ce n'est pas aussi direct comme lien. Mais à partir du moment où vous prenez l'ensemble du système économique, alors on voit l'impact de l'épargne direct sur les revenus de l'année d'après des autres agents économiques. Voilà. Plus clair? Bon, bah c'est bien. Alors voilà, pourquoi c'est intéressant l'épargne? C'est parce qu'on nous incite médiatiquement beaucoup à dire l'épargne c'est plutôt pas mal, ça permet aux entreprises d'investir. Et finalement, on ne parle pas de l'épargne. Parce que la théorie dominante explique que l'épargne n'a pas d'impact.
Sauf qu'en France, il y a des tas de gens qui ont les moyens d'épargner et qui épargnent de manière extrêmement conséquente. Et si on veut vraiment de la croissance, on a quand même 16% de croissance de réserve grâce à l'épargne annuelle. Donc si on veut vraiment de la croissance, il y a peut-être des endroits où on peut la chercher. Donc voilà, ça c'est le premier moyen pour faire de la croissance, c'est la consommation intérieure. Il y a maintenant la consommation extérieure qui s'appelle plus communément les exportations. Alors pour le coup, les exportations, c'est génial politiquement. Les exportations, c'est un petit côté patriote. On produit à l'intérieur du pays ce que l'extérieur du pays s'arrache. On travaille tous ensemble pour vendre notre travail. Ça se vend bien, si vous voulez, comme truc. Le meilleur moyen de faire des exportations, c'est quoi? C'est la productivité. Qu'est-ce que la productivité? J'imagine que certains doivent avoir une idée là-dessus. Travailler plus, être meilleur que l'autre. Alors, je dirais plutôt compétitivité, productivité. Produire plus sur un temps donné, plus que l'autre. On s'approche. Productivité, c'est produire plus avec productivité humaine. Hein. On parle pas en fonction du temps, on parle en fonction des nombres d'humains. Productivité humaine, c'est produire plus avec le même nombre d'humains. Pas d'humains, de personnes, quoi. Ou alors produire pareil avec moins d'humains, de personnes. Et là, Camille, la fille que j'ai rencontrée il y a un certain temps, m'a dit, mais là, il y a un souci dans ce que tu m'expliques parce que tu veux faire de la productivité. Oui. La productivité, on peut faire on peut produire autant avec moins de personnes pour être plus compétitif. Oui. Et pourquoi on fait de la productivité? C'est pour réduire le chômage. Oui, c'est pour réduire le chômage. Et donc, pour réduire le chômage, tu fais travailler moins de personnes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je vais t'expliquer. Ça va bien se passer. Donc, je vous l'ai dit, moi, j'achetais des boutons de volant et donc mon usine fabriquait des volants. Donc, imaginons une usine 1 qui fabrique 1000 volants. Elle fabrique 1000 volants. Je prends que des chiffres ronds, hein, c'est le principe qui compte. Pour faire 1000 volants, elle a besoin de 100 personnes. D'accord? Tout va bien? Travail incroyable, fantastique des ingénieurs, des ouvriers, tous en cœur pour l'amour de la patrie. Nous avons réussi à faire 20% de productivité, ce qui est génial. Vraiment, quand on est à 5, on est déjà content. Bon, là, on fait 20. Donc, pour faire mes 1000 volants, je n'ai plus besoin de 100 personnes, j'ai besoin de 80. Donc, oui, c'est vrai, Camille, on perd des emplois, mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'année suivante, comme j'ai fait une productivité incroyable, je ne produis plus 1000 volants. J'ai pris des parts de marché. J'en produis 1500. Et donc, pour faire 1500 volants, il me fallait 80 personnes pour en faire 1000. Pour faire 1500 volants, il me faut 120 personnes. Voilà comment ça marche, voilà pourquoi ça crée de l'emploi, de virer des gens. Alors, Camille, elle est particulière, si vous voulez, c'est que... qu'est-ce qui se passe Comment? On verra. Camille est particulière. Si vous voulez, quand elle sent pas quelque chose, elle le sent pas. Elle pourrait pas vous dire pourquoi, mais elle le sent pas. Et vous n'arrivez pas à la convaincre, quoi. Et donc, j'ai creusé. Et je me suis dit, mais bon, ouais, t'es pianiste, mais quand même, tu vas finir par comprendre. Enfin, on va y arriver, quoi. Non. Et du coup, j'ai creusé. Et Camille un jour, elle m'a dit, oui, bon, c'est bien tes affaires là, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les concurrents? Ah bah oui, regardons voir ce qui se passe chez les concurrents. Vous savez combien il y a de fabricants de volants dans le monde? 3. La libre concurrence, vous savez?
Pour info, Jean Tirole, notre prix Nobel récemment en économie, fierté nationale, a démontré dans ses études que, évidemment, le capitalisme était parfait, puisque c'est le but du prix Nobel, et que pour une concurrence parfaite, certes, le capitalisme est parfait, mais il peut se perfectionner. Et pour que le capitalisme soit parfait, nous avons besoin de, au minimum, 33 concurrents dans chaque domaine d'activité pour que la concurrence fasse son travail. Je vous laisse chercher dans quel domaine on a 33 concurrents. Donc bref, en volant, on en a 3. Moi, je ne vais pas en faire 3, je vais en faire que 2, parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, par le plus grand des hasards, et sûrement pas par un arrangement sur les marchés, le deuxième fabricant fait également 1000 volants. Il avait la même productivité, puisque s'il a la même part de marché, c'est qu'il est compétitif pareil. Donc il avait également 100 personnes. L'année suivante, eux, c'est des gros fainéants, et ils n'ont pas fait de productivité. Du coup, comme moi je suis à 1500 volants, eux, ils ne sont plus qu'à 500 volants. C'est bien, vous suivez. Du coup, pour 500 volants, j'avais besoin de 100 pour faire 1000, j'ai besoin de 50. Résultat des courses, je n'ai plus 200 employés, j'ai 170 employés. Il y a quelqu'un dans le public qui essaie de biaiser les comptes. Donc, effectivement, si on fait de la productivité, eh ben, on peut piquer des parts de marché à l'autre, mais... Alors, il y a une façon de penser pour que ça soit souhaitable. C'est très bien, ça. Il suffit que cette usine, elle soit en France, puis que l'autre, elle soit ailleurs. Puis ça résout le problème du chômage. C'est facile. Alors la théorie économique ne s'arrête pas là. Elle dit, oui, ça ne prend pas en compte une chose, c'est que si le prix se réduit, alors les gens vont consommer plus. Donc ça va compenser l'effet. Donc on va faire un petit test à l'échelle de la salle, qui est tout à fait raisonnable comme test, mais on va essayer quand même. Est-ce que qui chez lui a un matelas? C'est des questions faciles, hein? Un matelas, très bien. A priori, à peu près tout le monde. Combien ça vaut un matelas moyen qui fait une personne, 4, enfin, oui, combien? Allez, 500 €. D'accord? Alors, donc tout le monde a un matelas, et puis le matelas vaut 500 €. Les ingénieurs travaillent dur, main dans la main avec les ouvriers, puis avec le directeur, puis les actionnaires, enfin bref, tout le monde main dans la main. Et les usines de matelas font 5% de productivité, ce qui est déjà très très bien. Donc le matelas moyen ne vaut plus 500, mais vaut 475 €. Qui achète un matelas, puisqu'il n'est plus à 500 et qu'il est désormais à 475? Ce n'est pas une promotion, il est désormais tout le temps à 475. Bon, c'est peut-être pas assez. Bon, ils travaillent bien dur, et ils font pas 5, en fait, ils font 20%. Ils l'ont fait là, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas ailleurs. Ils font 20%. Le matelas vaut 400 au lieu de 500. Qui déclenche un acte d'achat parce que le prix a baissé de 100? On vient de bousiller la moitié de la filière matelas, là. Ah, la dame a levé les mains. Ou le monsieur, je n'arrive pas trop bien à voir. Ouais, elle prend un matelas, si. Donc voilà. Alors c'est à l'échelle tout à fait raisonnable, vous n'êtes pas un panel représentatif, et puis le matelas, ce n'est pas le bon exemple. Néanmoins, avec 20% de chute des prix, il n'y a personne qui déclenche un acte d'achat. Donc voilà. Alors, si ce petit jeu qui a ses limites ne vous convainc pas, ce que je comprendrais, il y a un article qui est sorti dans Le Monde il y a 1 an et demi, qui analyse les causes de licenciement. Sur 300 licenciements en France, ils ont analysé les causes de licenciement. Il y avait une cause qui était la cause de 3 licenciements, qui était les délocalisations, sur 300. Hein. La deuxième cause de licenciement, c'était la crise. C'était que vous, moi, on consomme moins. Du coup 3 de moins. Et 294, c'était la productivité. C'est Le Monde qui le dit, hein, c'est pas moi. Quoi. Enfin, je le dis aussi du coup, mais c'est... Mais on n'a pas la meilleure productivité en Europe, France? Bon, si, sûrement, on a les meilleurs. Enfin, Non, mais... je sais pas. C'est vrai qu'on soit pas plus en difficulté que la
C'est plus vague et c'est plus vaste, mais on pourra discuter après, mais si je le fais maintenant, ça va durer 4 heures, quoi. C'est pour savoir si c'était juste ou pas ce que j'avais en tête. Bah, ça compte, ouais. Enfin, c'est dit, il y a autant de chômage au Brésil que chez nous. Enfin, donc, non. Bref, j'en étais où? Productivité, gna gna. Matelas, tout ça, le monde. Alors, non, voilà, je sais, c'est bon, j'y suis. Délocalisation. Non, alors bon, si on ne veut pas faire de productivité parce qu'on licencie des gens, il y a une autre solution plus frontale pour qu'on soit plus compétitif sans licencier de gens. On a qu'à baisser le salaire des ouvriers. C'est une solution, je veux dire. Alors là, il faut que je vous raconte un voyage que j'ai fait avec un de mes fournisseurs. Alors, je vous ai expliqué au début que j'ai acheté des boutons de volant. Je ne voulais pas en mettre trop plein la vue. Donc, je ne vous ai pas dit que j'ai acheté aussi des gaines chauffantes. Ça se met sous le cuir du volant. Il faut avoir un volant en cuir. Et ça permet de chauffer les mains pour ne pas avoir froid. Les autres mettent des gants, mais ceux-là, ils ont besoin d'un volant qui chauffe. Et donc avec ce fournisseur, en fait, je visitais son usine en Hongrie et on allait ensemble visiter son usine en Ukraine. Et on y allait en voiture et il y avait 10 heures de voiture entre les deux. Enfin, c'était un aller-retour, bref, on a fait 10 heures de voiture ensemble. Bon, parler 10 heures de gaine chauffante, faut déjà avoir du courage, hein. Et donc, pendant la conversation, l'usine en Ukraine était toute nouvelle. Vraiment, elle datait de 6 mois, 1 an. Et l'usine en Hongrie datait de 5-6 ans, ce qui est quand même pas très vieux pour une usine. Et ce fournisseur était vraiment le plus compétitif de tous. Enfin, je veux dire, ils avaient quasiment tous les marchés, les miens, ceux des autres. Et alors, au détour d'une blague sur les gaines chauffantes, je lui dis, mais comment ça se fait? Enfin, vous avez une usine hyper compétitive en Hongrie, vous avez tous les marchés. Pourquoi vous êtes allé construire une usine en Ukraine? Et il m'explique assez simplement que son premier client, une entreprise dont on ne doit pas dire le nom, Bosch, ce premier client lui a clairement dit « Oui, vous êtes compétitif maintenant, mais avec l'Europe et tout ça, peut-être que dans 15 ans, vous ne le serez plus. Alors, si vous voulez garder les marchés maintenant, on va vous demander de construire une usine ailleurs pour être encore plus compétitif dès maintenant. » Ce qui compte, ce n'est pas d'être compétitif aujourd'hui, c'est de l'être encore demain et d'être sûr de l'être. Alors Hongrie, 400 € par mois. Ukraine, 170, 180 quand ça va bien. Bon. Et ils n'ont pas le même droit du travail que nous, je veux dire. Enfin, soyons clairs. Donc voilà. Alors, si on voulait être compétitif en baissant le salaire des ouvriers, c'est pas de 3% qu'il faut baisser les salaires, c'est passer de en gros 1200, 1300 à 170. Si jamais ça ne vous dissuade pas et vous dites, après tout, si baisser le salaire d'une partie de la population fait que tout le monde a du travail, pourquoi pas? Il faut quand même bien se dire une chose, c'est que si on baisse le salaire de 25% de la population, on parle de 25% de la population, hein, si on baisse le salaire de 25% de la population de 1200, 1300 à 170, des tomates à 4 € du kilo, il va s'en vendre beaucoup moins. Puis des cafés à 1,50 € en terrasse aussi. Et donc c'est les serveurs et puis c'est les maraîchers qui vont aussi devoir baisser leurs revenus pour pouvoir vendre leurs tomates. Puis quand tous ceux-là auront baissé leurs revenus en divisant par 5 ou 6, c'est tous les autres qui vont devoir baisser, c'est tous les commerçants, enfin tous les gens qui recevaient des dépenses de ces gens-là, s'ils veulent vendre, vont devoir baisser leurs coûts et donc leurs revenus. Mais bon, c'est ça la compétition, hein. Il y a beaucoup de perdants, puis il y a un vainqueur. Je ne sais pas quel pays va gagner la compétition, j'ai bien une idée de la classe sociale qui est en train de la perdre. Moi, quand j'étais en école de commerce, j'avais pas vu ça comme ça tout de suite. Mais alors, en école de commerce, si vous voulez, ma période en école de commerce, c'était génial. Mais sincèrement, je veux dire, sans ironie aucune, c'était magnifique. On était une petite classe, on était 15. Et en école de commerce, vous passez votre temps à faire des jeux pour simuler que vous êtes dans l'entreprise, que vous gagnez des sous, vous battez le concurrent, machin. C'est super, c'est une partie de Monopoly pendant 6 mois, quoi. C'est quand même sympa. Enfin, moi, j'aime bien le Monopoly. Et
Et en fait, si vous voulez, dans cette classe, c'était absolument génial. Il y avait une entente superbe entre tout le monde. Et donc, dans ce genre de jeu, vous pouvez très bien éliminer quelqu'un, et puis il regarde les autres jouer le reste de la journée. Ben, nous, on s'est arrangé pour que personne ne perde vraiment. Voilà, pour que tout le monde puisse aller au bout des parties, apprendre, voilà, que ça soit désagréable pour personne, quoi. Et en fait, cette entente n'a pas plu à notre directeur. Et un soir, après un jeu qui s'était bien passé, où tout le monde a pu jouer jusqu'au bout, il est venu et il nous a dit, ces mots. Il nous a dit, vous vous entendez trop bien, et je vais m'arranger pour que ça change. Il est revenu le lendemain matin, il nous a fait un petit discours, et il nous a expliqué qu'il fallait savoir, c'est que parce qu'on était tous des ingénieurs faisant une école de commerce, que sur 100 ingénieurs, il y en avait 5 qui allaient devenir des experts en quelque chose. Donc ce n'était pas notre but, parce que nous, on était en école de commerce. Il y en avait 5, donc 5% qui allaient devenir des grands managers. Et que les grands managers, ça, c'était des mecs qui imposaient ce qu'ils voulaient, qui ne négociaient pas, qui ne faisaient pas de consensus. C'est ceux-là qui menaient. Et puis que le reste, ceux qui faisaient des consensus et qui s'adaptaient, c'était des mous. Et que c'est des gens qui faisaient leur carrière, honnête, mais qui n'allaient pas bien loin. Ça a marché. Le jeu d'après, il y en a la moitié qui ont dit moi je fais plus de consensus et j'impose ce que je veux. Et si vous en avez la moitié qui le dit, l'autre moitié est obligée de le dire aussi. Et on a fini en s'engueulant, c'était super. On avait bien appris. Alors, le coût du travail pour être compétitif et pour la croissance. Le coût du travail, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le profit. Alors, moi je le sais qu'il y a le profit parce que dans mon travail, on avait un tableau, c'est le tableau préféré des acheteurs, vous pouvez en parler à tous les acheteurs que vous connaissez. Ça s'appelle un cost breakdown, une décomposition des prix. Et en fait, on envoie un tableau à nos fournisseurs, qu'on leur impose de nous remplir, sinon ils n'ont pas le marché, avec une décomposition de ce qu'ils nous vendent. C'est-à-dire qu'un bouton de volant vaut à la louche 10 €, et moi je sais ce qui compose mon prix par tranche de 5 centimes. Voilà, c'est un tableau sympathique. Et là je vous livre un secret professionnel. Mon travail consiste à m'asseoir en face du commercial, d'énumérer les lignes et de dire là c'est trop cher. Bon, puis lui il me dit oui, il me dit non, et des fois il a mis un peu de rab, on s'arrange. Et donc, dans ce tableau, il y a 3 parties. La première partie, c'est les matières premières, c'est le coût des matières premières. Alors, qu'on se mette d'accord sur une chose, le coût des matières premières, ça n'existe pas. Le coût des matières premières, c'est le coût du travail des gens qui font des matières premières. Si vous voulez, en 2008, quand il y a eu la crise, c'est pas Dieu qui a fait une ristourne, hein. Personne ne plante de billets au pied des arbres pour les remercier de faire des fruits. Enfin, les valises de billets auprès des puits de pétrole, ça n'existe pas. Les matières premières n'ont pas de coût, c'est les gens qui y travaillent. Donc en 2008, quand les prix s'effondrent, il y a des gens qui travaillent pour qui ça s'effondre. Il y a une deuxième partie, c'est le coût du travail. On vient d'en parler pendant je ne sais combien de temps. Et la dernière partie, c'est les profits. Alors, donc je vous l'ai dit, mon travail, c'est de m'asseoir en face de mon commercial, lui dire cette ligne-là, 5 centimes, vous voyez bien, c'est beaucoup trop cher, il faut baisser ça. Et en général, la réunion s'arrête, enfin les réunions ont un temps limité, et en général, au moment où on arrive au profit, c'est la fin de la réunion, c'est pas de bol. Donc on ne parle pas trop de ça, quoi. Et une fois, on avait le temps, et en plus, je pensais que la position était favorable. Le fournisseur avait besoin de nous, et puis moi j'étais là avec mon chef à côté de moi, et il n'y avait que le commercial en face de moi. Et donc on fait notre petit cirque, hein. Il cède des fois il ne cède pas, puis il dit prochain coup il faudra céder. Et on arrive au profit, et tout le monde s'apprête à ranger ses affaires, quoi, comme d'hab. Et moi je me dis, là on a le temps, il n'est pas tard, l'avion c'est dans longtemps, on est nombreux. Et je lui dis, et votre profit, il est beaucoup trop, là, ça ne peut pas aller, vous ne pouvez pas être compétitif avec un profit pareil, je veux dire. Et vraiment, il a été surpris, vraiment,
abasourdi, quoi. Enfin, et il réfléchit 30 secondes et il me dit mais monsieur Chaudot, votre entreprise, elle fait combien de profit, vous? Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est pas la question, je fais autant de profit que vous, mais moi je suis le client, vous êtes le fournisseur, il n'y a absolument aucune raison qu'on s'aligne l'un sur l'autre. Je veux dire, ça n'a aucun, il n'y a aucune logique là-dedans. Et là, mon chef m'a réellement donné un coup d'épaule en me disant il faut bien que chacun gagne sa vie. Donc voilà, on ne parle pas du profit. Mais c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Si on permet des profits élevés, c'est pour que les gens qui ont de l'argent à investir soient motivés à investir. Et que les gens qui travaillent soient motivés à travailler parce qu'ils peuvent gagner beaucoup. Et comme tout le monde peut gagner beaucoup grâce au profit, alors tout le monde va travailler plus et créer plus de richesses. Alors, tout le monde crée plus de richesses, eh bien, c'est la population qui en bénéficie puisqu'il y a plus de richesses de créer. Ça s'appelle la théorie de la main invisible. C'est que nous sommes tous poussés par une force invisible, qui est une main a priori, et qui nous motive. Si on peut gagner beaucoup, eh bien, on va tous travailler plus dur, mieux, et on va créer plus de richesses. Donc finalement, travailler pour votre profit personnel, c'est la meilleure façon que vous avez de contribuer aux autres, au peuple. Là, Camille m'a dit, donc, attends, si je travaille pour mon profit, si je suis obnubilé par mon profit, c'est la meilleure façon que j'ai d'aider les autres. Oui, c'est très exactement ça, tu as tout compris. D'accord, tu es en train de m'expliquer que la meilleure façon d'être généreux, c'est d'être égoïste. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je le sens pas. Bon, elle le sentait pas, alors j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de réfléchir, comment je pouvais lui démontrer ça. J'ai lu des tas de choses. Je me suis intéressé à un mec que je n'avais pas encore lu, Frédéric Lordon, je ne connaissais pas encore, ou des Bernard Friot, ou ces choses-là. Et alors, je ne sais toujours pas si on produit plus de richesses grâce au profit. Par contre, je suis arrivé sur une autre conclusion. C'est que si on peut faire du profit, il y a forcément de la misère. Je vous demande de vous concentrer, c'est une des dernières démonstrations. Ça va, vous êtes encore avec moi là? Ouais. Bon, c'est bien. Je suis content alors. Alors, démonstration. Ma première personne produit tout ça de richesse. D'accord? Il se trouve que pour produire de la richesse, elle a un outil de travail que quelqu'un lui a payé, elle a des locaux que quelqu'un lui a payé, elle a des marchés. Bref, il y a un capital qui s'est investi pour lui permettre de produire sa richesse. Alors, il est bien normal de reverser une partie de cette richesse produite au capital. Donc, il y a une partie, celle-là, même pas besoin de chiffres, qui est reversée en profit. Soyons très clairs, quand je parle de profit, je ne parle pas du boulanger qui arrive à se tirer un SMIC ou qui met 1000 € de côté dans son année. On ne parle pas de ça. Hein. On parle de dividendes versés à des actionnaires, de l'argent qui va d'actions pour acheter d'autres actions, pour acheter d'autres actions. De temps en temps, on achète un paquebot avec ça, mais ce n'est pas souvent. Donc, c'est de l'argent qui va dans l'économie spéculative. C'est-à-dire qu'il ne va plus circuler dans l'économie qui fait travailler des gens. Bref, notre petit Gugus, il gagne ça. Bon, il avait produit ça, mais il gagne ça. Il vit déjà très bien. Enfin, je veux dire, il n'a aucun souci pour vivre avec ça. Et il va donc dépenser son argent. Et il y a donc des gens qui vont produire l'équivalent de son argent en richesse. Alors, évidemment, c'est un schéma, donc on simplifie. C'est une seule personne qui produit cette richesse. Donc elle produit très exactement l'argent du précédent. Même manière, elle a un outil de travail, des locaux, voilà, tout ça. Il y a une partie de son argent qui est reversée en profit. Mais elle n'a que ça, mais ça va déjà très très bien. Enfin, elle n'a pas de problème pour vivre non plus. Hein. Donc elle dépense son argent. De la même manière, le suivant va produire ce qui correspond à l'argent précédent, gna gna gna, je pense que vous avez compris l'histoire. Il a également un outil de production, donc un pourcentage de cette richesse part en profit.
Je ne sais pas si c'est le 10e, le 20e ou le 100e. Je ne sais pas à quel moment ils ont plus assez d'argent pour vivre. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, il n'a plus assez. Très clairement, si vous avez un prélèvement de profit à chaque tour, et en termes de prélèvement de profit, on est à 20% à peu près, à chaque tour, on prend, pour des motifs qu'on trouve justes ou injustes, 20% de la richesse produite, la personne qui a donné de l'argent la prend. Et donc si à chaque étage on prend 20%, fatalement il y a un moment, il y a quelqu'un qui va manquer d'argent. Alors, il faut que je vous livre un autre secret. On le sait ça, nous les acheteurs industriels. Il y a eu une légère crise en Ukraine avec la Russie, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. L'Ukraine qui voulait adhérer, enfin venir dans l'Union européenne, ces choses-là. Alors nous, on a un certain nombre de nos outils de production qui sont en Ukraine. Et donc on a fait une réunion de crise. Pour ne pas vous en mettre trop plein la vue, il n'y a pas que le tableau avec la décomposition des prix, on est aussi censé prévoir les risques à venir pour notre entreprise. Et donc on fait une réunion de crise avec l'ensemble de mes collègues, mon manager. Bon, tout ça se fait par téléphone, hein, on ne se voit plus en vrai maintenant, ça va. Et donc, objet de la crise, prévoir quels sont les risques de cet événement géopolitique sur notre entreprise. S'il y a risque, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ces risques, tout ça. Donc, on réfléchit, bon, et vient un collègue, que je ne nommerai pas, qui dit si l'Ukraine vient adhérer à l'Union européenne, leurs coûts de production ils vont augmenter. Et ça ne nous arrange pas, quoi. Et c'est vrai. Là, s'ils arrivent dans l'Union européenne, en 4 ans, là, ils ont multiplié par 2, en 10 ans, ils sont à notre salaire. Enfin, ça va vraiment nous poser un vrai problème, quoi. Et la réunion continue, tout ça, et c'était vraiment l'idée majeure. Donc, en conclusion de la réunion, mon manager a conclu la réunion en disant la chose suivante, et je jure que ce sont ces mots. En conclusion, la crise ukrainienne représente pour notre entreprise un risque démocratique. J'ai cru que c'était une blague. Alors j'ai dit, oui, mais bon, si ça devient une démocratie, il y a le coût de la main invisible, ils vont être plus motivés parce qu'ils vont devenir riches, ils vont travailler à fond, ça va compenser. Et mon chef a dit, non, ça ne compensera pas, il n'y a aucune chance que ça compense, c'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas. Donc non, il y a un vrai risque là. Voilà. Et là, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi de croire en ce que je faisais. Du coup, pour revenir sur cette démonstration du profit qui génère de la misère, enfin plutôt la démonstration implique que le suivant gagne moins. On va faire un autre petit jeu, mais avant ça, j'ai besoin là pour le coup c'est quasiment une brimade, j'ai besoin d'une ou plusieurs personnes qui viennent me dessiner la carte du monde. J'ai envie de dire, je prends un risque si je dis oui. Il s'est dessiné. Où sont ses parents? Il s'est dessiné celui-ci? Non. Mais vraiment, si je le fais moi, je vais faire des rectangles, ça va être horrible, ça va être trop chiant. Il n'y a pas une ou deux personnes, j'ai plein de marqueurs qui veulent me dessiner. En plus, ça me prend le temps, je bois de l'eau. Venez, je vous en prie. Il n'y a que votre fils que je ne m'autorise pas à venir. Venez si quelqu'un veut l'aider à dessiner la carte du monde. Tout le monde. Bon, ce serait mieux. Partage, c'est ça. Voilà, partagez-vous, communiquez. Voilà. Puis moi, je prends de la flotte pendant ce temps-là. Mais c'est intéressant le point de vue qui va être mis en place, justement. Je m'adapterai. Je peux avoir... Ouais, oui. Non, essayez là-dessus parce que ça va vraiment pas être pratique après, quoi. J'aurais vachement besoin d'avoir l'Asie, hein, je veux pas vous embêter, mais... Autant l'Australie, je peux faire la croix dessus, mais... Ah, vous restez là après, du coup. Ouais, vous me faites la Chine. Voilà. Je suis sûr qu'il a besoin de la Chine. Bah, Je pense qu'il a besoin de la Chine. vous avez déjà vu la conf? Allez, on a une Chine là. Hop, le Japon là. Un tout petit Pacifique, une très grande Bretagne. Et c'est intéressant. Très bien, je vous remercie de votre effort. Moi j'aurais fait pire, donc tout va bien. Hein.
Madagascar, là, qui était mal situé. Merci, merci. Merci à nos participants quand même. Donc le jeu suivant, c'est que on va voir où sont mes fournisseurs, et puis les fournisseurs de mes fournisseurs, puis combien ils gagnent, puis les fournisseurs de mes fournisseurs de mes fournisseurs. Vous voyez l'idée. Donc, je vous ai déjà pas mal aidé. Moi, je suis à Poitiers. Je gagne 3 300 € par mois. Je vais où? Mes fournisseurs, c'est où? Hongrie, Ukraine, Europe de l'Est. Tout ça, ça mange à la même cantine. Donc moi, je gagne 3 300 € par mois et je vais dans ces pays-là pour expliquer à des gens qui gagnent entre 300 et 400 € par mois qu'ils gagnent trop. Ces fournisseurs ont également des fournisseurs. Ils viennent de Chine. Alors bon, évidemment, il y a de l'Inde, il y a tout. Sur mes produits, c'est la Chine. Chine, entre 70 et 110 € par mois, quand ça va bien. Les fournisseurs de mes fournisseurs chinois, moi, c'est pas le Pakistan. Afrique. On va direct en Afrique dans les mines de matières premières. Alors, il y a eu un cache investigation de Élise Lucet. Je dis les noms parce que je trouve ça tellement formidable que je dis les noms. Qui avait fait un reportage sur les fournisseurs des fabricants de téléphones. Ils sont allés dans les mines d'extraction de matières premières en Afrique et ils ont interrogé un contremaître pour savoir combien ils payaient les enfants et les femmes enceintes qui travaillaient dans la mine. Et le contremaître dit avec une once de fierté, si vous donnez 2 beignets à un enfant, il peut travailler toute la journée. Voilà. Donc à ce stade-là, on ne compte plus en euros, ni même en francs. Bon, je voulais pas en mettre trop plein à la vue, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que je fais bouton de volant, gaine chauffante, et je suis acheteur monde. Je n'achète pas que pour mon usine là, à Poitiers, j'achète aussi pour mon usine aux États-Unis. Même jeu, fournisseur des États-Unis. Mexique. Alors le Mexique... Mexique. Soyons très clairs, le Mexique, c'est l'Europe de l'Est des États-Unis. Hein. Ça marche pareil, même niveau de salaire. Fournisseur des fournisseurs mexicains. Pas Brésil, pas pour mes produits du moins. On retourne en Chine. Mes fournisseurs chinois vont toujours en Afrique. Donc, même si la démonstration du concept peut ne pas convaincre, dans les faits, c'est juste incontestable, quoi. Alors, c'est posé un problème. Si le profit, quand il y a du profit, il y a nécessairement de la misère. Alors, est-ce qu'au lieu de produire plus pour réduire la misère dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas déjà suffisamment? Puisque de toute façon, on est dans un système où il y a du profit, donc il y a de la misère. Oui, mais ça ne montre pas qu'il n'y a pas assez. Donc je me suis intéressé à une chose. Je me suis intéressé à l'alimentation. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui souffrent de sous-nutrition dans le monde? À peine moins d'1 milliard. 850 millions. Ils sont généralement situés ici, un peu ici, bon. Vous savez combien il y a de personnes dans le monde qui souffrent de surpoids, c'est-à-dire de suralimentation? Dites-moi. 4 personnes? 4 milliards. Non, 2 milliards 100 millions d'obèses dans le monde. Tu me fais peur quand tu lèves la main. Oui, tu veux dire quelque chose? Ah bah je sais pas, moi j'ai pas étudié tout ça. Comment dire? Le pourcentage de personnes souffrant de sous-nutrition est très exactement le même qu'en 1960. Enfin, la population a augmenté, donc c'est déjà pas si mal, bref, c'est le même. Le pourcentage d'obésité ne s'est pas mesuré avant 1980. Voilà. Les chiffres sont très clairs, on produit largement assez de nourriture pour tout le monde. Simplement, il y en a qui n'ont pas d'argent pour la payer. Et si vous voulez, ça c'est intéressant parce que ça montre juste une chose. C'est que la misère, ce n'est pas un problème technique.
Ce pas des ingénieurs avec des inventions qui le résolvent. Ce pas un problème technologique. C'est un problème politique, la misère. Un problème de choix de répartition de richesse. Et c'est vachement important parce que souvent, on a souvent la nouvelle invention qui va créer de la croissance. Croissance, je vous refais pas la conférence. Voilà, il faut vraiment comprendre que la misère et le chômage, les SDF, c'est un problème politique. Oui, d'accord, mais bon, ça marche comme ça. Il y a de la dette, il faut bien qu'on paye la dette, nous. Hein, donc oui, ok, c'est cruel, mais le monde fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Et on a de la dette, on n'arrive pas à la rembourser. Il faut déjà commencer à s'intéresser à ça avant de résoudre les problèmes dans le monde. Et si vous voulez, nous, les experts en économie, on a un gourou. C'est Jacques Attali. Alors Attali, c'est les mêmes lettres que Attila. Et Attali nous le dit à peu près à chaque fois qu'il passe à la télévision ou qu'il va dans n'importe quel média. Il dit très exactement ça. Il dit « La France dépense plus qu'elle ne gagne. C'est aberrant. Aucun ménage ne pourrait faire ça. » C'est vrai. Si vous dépensez plus que vous gagnez, vous allez très vite être mal. Alors, Attali oublie deux choses. Il oublie d'une part que pour l'État, ses recettes, les recettes fiscales, dépendent grandement de ses dépenses. Par exemple, si on prend le plan Valls d'il y a 1 an et demi, Valls voulait économiser 40 milliards d'euros. Les mots sont importants. Il ne voulait pas réduire les dépenses de 40 milliards, il voulait économiser 40 milliards. Si on prend l'ensemble des taux de prélèvement, l'imposition, la TVA, tout ça, si on veut économiser 40 milliards d'euros, on réduit les dépenses de 80 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc après, c'est un choix politique, réellement. Est-ce qu'on trouve ça mieux d'avoir un petit peu de dette ou est-ce qu'il faut mieux sabrer dans les dépenses de 2 fois l'éducation nationale? Attali oublie une autre chose. Il oublie que les pays peuvent créer de l'argent. Alors nous, on ne peut plus, mais on y revient dans quelques minutes. On peut créer de l'argent. Mais, comment dire? Excusez-moi. On peut créer de l'argent. Et ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas faire. Vous seriez un faux monnayeur, c'est sûr. Et on peut créer de l'argent. Alors, créer de l'argent, ce n'est pas sans impact. Quel serait l'impact de créer de l'argent? L'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Ça se discute. C'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc, bref, dans la vie courante des humains, c'est l'augmentation des prix. Une inflation de 10% sur les tomates, c'est que les tomates, elles sont plus à 4 € du kilo, c'est qu'elles sont à 4,40. D'accord? Excusez-moi, je suis un peu... Excusez-moi. Je vais boire un coup, là, parce que je... Mais Attali, ça me stresse tout le temps de parler de lui. Ça me gratte et tout. Là. Donc, c'est l'augmentation des prix. Alors, c'est l'augmentation des prix. Pourquoi? Pourquoi ça ferait une augmentation des prix de créer de l'argent et de le dépenser? C'est vachement simple. C'est, par exemple, l'État, pris d'une envie, dépense plein d'argent et décide de construire des écoles. Beaucoup d'écoles. Alors, vous allez avoir des maçons qui vont avoir plein de travail. Comme il va y avoir plein de travail, ils vont pouvoir sensiblement augmenter leur prix. Ça va être pareil pour les peintres en bâtiment. Comme il y a plus de travail, offre-demande, hein, le capitalisme a ses règles, tout le monde va pouvoir augmenter un petit peu ses prix. Et si le maçon et le peintre en bâtiment et l'électricien gagnent un petit peu plus, bah, ils vont peut-être se faire un peu plus plaisir, ils vont acheter plus de tomates, ils vont acheter plus de café en terrasse. Et donc la demande va être plus grande. Donc ainsi de suite, chaque agent économique va voir cette demande augmenter et va pouvoir sensiblement augmenter ses prix pour gagner un petit peu plus. Bon, du coup, si tous les prix augmentent, quel est l'intérêt d'avoir de l'inflation?
D'ailleurs, moi, je gagne un peu plus, mais tout est plus cher, ça ne change rien. Ouais, il y a deux choses qui ne vont pas bouger avec l'inflation, parce que c'est les objets dont la valeur change. Les deux choses qui ne vont pas bouger avec l'inflation, ce sont les dettes et les épargnes. Si vous avez 100 000 euros de dette et qu'il y a de l'inflation, vous avez toujours 100 000 euros de dette. Mais 100 000 euros de dette, ça fait beaucoup moins de tomates d'un coup. C'est pareil pour l'épargne, vous avez moins de tomates de côté. Alors, je vous ai dit, la France n'a plus le droit de produire son argent. Elle a accepté, avec tous les pays européens qui sont dans la zone euro, de ne plus avoir le droit de dépenser son argent. Et ils ont délégué ce pouvoir, parce que c'est un réel pouvoir de créer de l'argent, à la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante des politiques. Alors, c'est quand même intéressant parce que si nous, on est tous d'accord qu'on change les politiques et qu'on veut créer de l'argent, on ne peut pas, elle est indépendante, c'est comme ça. En 2008, il y a eu une interview de Jean-Claude Trichet. Non prédestiné, je ne sais pas, ça n'engage que lui. Il y a une interview de Jean-Claude Trichet pendant la crise de 2008, au plus fort de la crise, où on l'interviewe et on lui demande, on lui dit, c'est la crise, il n'y a pas d'emploi, pourquoi ne pas revenir aux idées keynésiennes, on en a parlé avant, pourquoi ne pas créer de l'argent pour faire travailler les gens, pour relancer la machine avant qu'elle s'écroule. Parce qu'en 2 minutes, ça a quand même été un écroulement, quoi. Et Jean-Claude Trichet, droit dans ses bottes, dit oui, je suis d'accord qu'on pourrait créer de l'argent et que sans doute que ça arrangerait la crise. Seulement, moi, c'est pas ma mission qu'il n'y ait pas de crise. Ma première mission, c'est ce qu'il dit, ma première mission, c'est de maintenir l'inflation entre 0 et 2%. Moyenne dans les 30 glorieuses de l'inflation entre 10 et 15%, avec une pointe à 17%. Les 30 glorieuses, tout le monde a un travail. Vous claquez du doigt, vous changez de travail, tout le monde achète une maison et au bout de 10 ans, elle ne coûte plus rien parce que vous avez acheté une maison et qu'il y a eu de l'inflation. Donc vos dettes coûtaient moins. Mais nous, on a tous les peuples dans la zone euro, on dit on accepte de bloquer l'inflation entre 0 et 2%. Ben oui, l'inflation, c'est un danger, c'est un vrai danger pour ceux qui ont de l'argent. Et il y a dans la campagne, ça doit pas être présidentielle, je ne suis pas super au point sur la structure étatique de Monaco, mais il y a une élection à Monaco où on élit le Premier ministre ou un truc dans le genre, et il y avait un clip de campagne. Et le mec se présentait, et pour parler aux problématiques qui concernent les monégasques, il commence en disant « Imaginez, vous héritez de 2 ou 3 milliards d'euros. Comment lutter contre l'inflation ? Comment vous préserver de ce danger ?» C'est très clair. L'inflation, c'est un problème pour les riches. Voilà, et on a fait le choix politique de politiquement verrouiller, et même verrouiller indépendamment des politiques, une inflation faible, voire très faible. Pour ceux qui douteraient qu'on peut créer de l'argent, pendant la crise, les États-Unis, qui en priorité étaient un peu plus alertes que nous, de 2008 à 2012, les États-Unis ont créé 4 000 milliards de dollars pour l'injecter dans l'économie. On ne parle pas de dette, on ne parle pas d'emprunt, de machin. Non, ils ont créé 4 000 milliards de dollars et ils ont filé ça à tout le monde. Ils ont filé une prime de 1 000 dollars à chaque Américain pour que ça relance sa consommation. Depuis le début de l'année, depuis janvier, alors là je suis pris d'un doute, je ne sais plus si c'est janvier de cette année ou la précédente, je suis désolé, la BCE, voyant qu'on allait aller dans de la déflation, c'est-à-dire une instabilité des prix où personne ne sait ce que ça donne pour le coup, a décidé de racheter 60 milliards de dettes des États par mois. C'est l'année d'avant ? Voilà. Depuis donc 1 an et 9 mois, la Banque Centrale Européenne crée purement et simplement, sans demander à un capital, sans demander à un investisseur de donner des sous avec un rendement, elle crée de rien, ex nihilo, elle crée 60 milliards d'euros tous les mois. Les prix n'ont pas explosé. Voilà, ce n'est pas un cataclysme. Bref, je voyais bien que... Ça, c'est risqué en termes de micro. Non. Je voyais bien que tout ça était biaisé. Parce que
moi, je croyais être compétitif pour faire de la croissance, pour réduire le chômage. Puis, en fait, j'ai bien vu que ma compétition, un coup, j'ai un collègue qui est parti, je me suis surpris à dire à mon patron, mais si tu veux, moi, je reprends tout son travail, t'inquiète pas. Et j'aurais supprimé un emploi tout seul, quoi. Et donc, c'est hyper productif pour le coup. Moi seul, je détruis un emploi quand même. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était pas, je faisais pas le bien que je croyais faire en fait, en me donnant, parce que je travaillais dur, je travaillais tellement dur que je supportais pas ce que je faisais. Enfin, je me dis bon, je n'étais pas si positif que ça. Puis après, Camille m'a interrogé sur les profits, la misère, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que je faisais l'opposé de ce que je voulais, quoi. Moi, je voulais sincèrement aider à sortir les gens de la rue, que tout le monde ait à manger, un travail, que ça aille. Et en fait, je faisais exactement le contraire, quoi. Et en creusant, en fait, je vois bien que politiquement, à des niveaux de sphère qui ne m'appartiennent pas, c'est verrouillé. C'est juste la répartition des richesses est verrouillée et moi, je n'ai pas accès à ça, quoi. Donc moi, je voulais plus faire ce que je faisais. C'est pas possible. Enfin, je savais pas quoi faire. Puis, moi, je sais rien faire. Enfin, j'ai juste acheté des boutons de volant puis des gaines chauffantes. Je parle un peu anglais et allemand, mais je sais rien réellement faire, quoi. Et du coup, Camille m'a donné une idée. Il m'a dit, mais tu as été un mouton pendant des années, quoi. Et ouais, peut-être que tu t'y connais en mouton. Et du coup, j'ai fait une formation en élevage. Et si vous me cherchez, Camille et moi, et la petite Johanna maintenant, on a repris une ferme à Mortagne-sur-Gironde, pas très loin d'ici. Un élevage de moutons. Et j'ai expliqué à Camille, si on donnait un peu moins à manger aux moutons, ils pourraient être plus productifs parce que là ça va pas, on dégage des capitaux, on réinvestit, et voilà.